et l'on demande aux téléspectateurs de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains épisodes s'ils ont apprécié la vidéo. Joe est un ninja très laid, je plaisante. Joe est un ancien ninja qui s'est échappé de son clan et qui veut vivre en paix avec sa famille. Mais son fils et sa femme ont été victimes d'un attentat, alors il réveille son talent de ninja surpuissant pour les venger. L'histoire commence avec un homme qui voyage anxieusement dans un train. Il en descend et court comme un fou, mais un groupe de personnes connaissant son secret le rattrape. Ils remplissent la zone de fumée, et l'homme se défend avec une incroyable habileté, affrontant plusieurs ennemis à la fois. Les ennemis lui lancent des lames, et il dégaine la sienne pour se défendre. Les ennemis utilisent ensuite des aiguilles de métal, appelées senbon. Mais l'homme a des réflexes étonnants et les attrape avec ses dents, les recrachant sur ses attaquants. Cependant, l'homme est en infériorité numérique et surpuissant. Il est capturé lorsqu'un dispositif saisit son cou, et il est traîné par un homme redoutable. Ce dernier le plaque au sol et l'achève à l'aide de son épée. Les ennemis utilisent un gadget pour vérifier que leur cible est bien morte. Pendant ce temps, un fermier nommé Joe s'amuse dans sa ferme et rentre chez lui pour travailler sur sa moto. Il joue à un jeu avec son jeune fils, Kyle, qui essaie de le surprendre, et il dit au garçon qu'il peut voir derrière lui. Sarah, la femme de Joe, entre et est choquée par la saleté du visage de Joe. Kyle dit que son masque ressemble à ceux que portent les Oni, mais que ce sont des gens maléfiques. Joe l'avertit que les Oni pourraient le prendre pour l'un d'entre eux, mais Kyle est persuadé que son père le protégera si jamais il se montre. Joe plaisante en disant qu'il ne sait pas s'il peut battre ces créatures imaginaires, mais Sarah dit qu'elle s'en occupera pour Kyle. Joe plaisante en disant qu'il doit finir de réparer sa moto rapidement au cas où Sarah aurait besoin de son aide contre les Oni. Plus tard, un reportage annonce que l'homme de tout à l'heure a été tué et Sarah craint qu'il ne s'agisse des Oni. Kyle est d'accord pour dire que ce sont eux, mais il est temps pour lui d'aller dormir. Le garçon dit bonne nuit à sa mère et Joe lui dit que son anniversaire arrive bientôt. Kyle étant endormi, Joe vérifie soigneusement les caméras de sécurité autour de sa maison. Sarah est troublée par la façon dont l'homme a été tué et par le fait que personne ne sait qui il était. Joe lui dit de ne pas s'inquiéter et lui assure qu'ils sont en sécurité dans leur lieu isolé. Sarah a surtout peur de quelqu'un qui s'appelle le faucheur. Mais Joe lui répond que ce ne peut être lui puisqu'il a toujours travaillé en solo. L'histoire se poursuit avec une scène montrant le soin que Joe apporte à la dissimulation de leur identité alors qu'il efface leurs empreintes digitales sur une poignée de porte. La famille heureuse poursuit sa vie tranquille comme d'habitude, et Joe fait de son mieux pour être un bon père, en faisant sourire son fils. Un soir, les nouvelles annoncent qu'une autre personne a été tuée par un groupe mystérieux. C'est l'un des nombreux décès survenus ces derniers temps. Une grande enquête est donc lancée pour découvrir ce qui se passe. Le jour de l'anniversaire de Kyle, la famille adore organiser un barbecue. Ils rient tous et chantent des chansons, et Kyle souffle les bougies de son gâteau d'anniversaire préféré. Kyle ouvre un cadeau et trouve un jeu vidéo, et Joe lui donne aussi un nouveau casque. Joe préfère celui-ci à l'effrayant masque d'Oni. Kyle dit qu'il n'est plus un méchant. Sarah dit qu'elle aime bien voir son visage normal. Ils sont très heureux et se disent tous combien ils s'aiment. Ce soir-là, Joe sort du lit, mais il dit à sa femme de rester là calmement. Joe descend, où tout semble aller bien. Soudain, quelque chose apparaît à la fenêtre, et Joe est attaqué. Les agresseurs entrent par effraction, mais Joe en repousse plusieurs avec habileté. Son incroyable habileté lui permet de s'emparer d'une de leurs armes, et il utilise son épée pour tuer plusieurs de ses hommes. Alors qu'il est en train de tuer un homme, Joe entend son fils crier pour lui. Il arrête un attaquant qui tente de le bloquer et l'écrase complètement. Joe court à la recherche de sa famille et saisit quelque chose, mais un autre attaquant lui transperce le cou avec 2 aiguilles de métal. Le têtu Joe ne se laisse pas arrêter et monte les escaliers en rampant. La terrible douleur est trop forte pour lui, et nous apercevons une étrange silhouette à l'extérieur. Joe arrive enfin au 2e étage, où il voit que de nombreux assaillants ont été tués. Mais Joe est horrifié lorsqu'il voit les cadavres de Kyle et Sarah sur le sol. Le choc envahit le corps de Joe, et le type à l'allure diabolique dit que la femme de Joe s'est bien battue à ce monstre plante sa lame dans son cou, ce qui met Joe très en colère, mais il est poignardé dans le dos. Joe tire l'agresseur qui tente de rejoindre sa famille, mais son corps est trop blessé pour continuer à avancer. Les agresseurs voient que quelqu'un a dû appeler la police, car ils entendent des sirènes au loin. L'histoire se poursuit avec une scène où le chef vérifie que Joe est bien mort et ils partent juste avant que la police n'arrive. La police arrive sur les lieux et est choquée de voir la famille massacrée. Quelque temps plus tard, Joe, qui semblait mort, se réveille. Ses premières pensées vont à sa famille décédée,
et il vomit sous l'effet de l'émotion intense qui l'habite. La prochaine fois que Joe se réveille, il est à l'hôpital et l'infirmière appelle rapidement un médecin. Joe ne prononce que le nom de sa femme et s'évanouit à nouveau. Joe se réveille enfin et un médecin lui apprend qu'il est revenu à la vie, alors que le coroner avait déjà déclaré qu'ils étaient morts. Joe s'en moque. Il veut juste savoir ce qu'il est advenu de sa femme et de son fils. Malheureusement, il apprend qu'ils sont morts. Dehors, 2 personnes sont venues le voir. Il s'agit de Mike et Emma, du FBI. Ils ont besoin d'aide dans leur enquête et lui posent des questions sur l'identité des agresseurs. Joe ne dit rien, mais Mike voit bien qu'il est très en colère. C'est probablement le pire moment pour lui poser des questions, alors Mike lui donne sa carte. Mike dit à Emma que ce n'est qu'une supposition, mais il pense que Joe sait qui sont les agresseurs. Ils décident qu'ils le surveilleront à tour de rôle, et Emma est la première. Alors qu'elle observe Joe sur le toit, ce dernier se souvient du moment où il a été emmené pour dire au revoir à sa famille. L'infirmier a vu qu'il ne pouvait plus déplacer Joe, et c'est parce que Joe a arrêté le fauteuil roulant. Joe est furieux et ne supporte plus de s'approcher des cadavres de sa famille. De retour sur le toit, les souvenirs de sa femme et de son fils envahissent son esprit, et Joe commence à grogner de colère. Sa colère atteint son paroxysme et il saisit à nouveau son poignet. Cette fois, il sort une aiguille en métal. Il s'en sert pour se poignarder, ce qui a un effet bizarre sur son corps. Ensuite, Joe est attaqué par des assassins. Il est encore très en colère, alors il devient fou et tue plusieurs de ses agresseurs. Joe fait preuve d'une force et d'une habileté incroyables en prenant le contrôle du combat. Mais ce n'est pas tout, car Joe fait une sorte de magie et transforme son corps en fumée noire. Ce mouvement est très puissant, car il lui permet de tuer plusieurs assassins en un seul instant. L'histoire se poursuit avec une scène où Emma n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Joe ne lui explique rien et l'assomme. Joe, furieux, continue alors d'attaquer et met en pièces de nombreux autres assaillants. Ils sont nombreux et Joe tire bizarrement une épée sur l'ascenseur. On comprend alors pourquoi il a fait cela, car il utilise un poteau pour se protéger et pousse tous les autres assassins dans l'ascenseur. Même si Joe est en infériorité numérique, il est évident que les assassins sont coincés avec lui, et non l'inverse. Joe se tient au-dessus de tous les corps, alors qu'il arrive à un autre étage, et il effraie tous les autres ennemis. Mike se demande pourquoi Emma ne répond pas à son appel, et il est stupéfait de voir de nombreux cadavres. Joe est fait à proximité, et il rencontre le chef des assassins. Des souvenirs reviennent à l'esprit de Joe, qui attaque le chef avec rage. Ce dernier est clairement différent des autres, car il se bat bien et parvient même à mettre un dispositif autour du cou de Joe. Joe se libère rapidement, mais le combat reste équilibré. Joe utilise enfin à nouveau sa compétence d'ombre, qui lui permet de porter une attaque puissante. Joe enchaîne rapidement les coups, et le combat est bientôt terminé. Joe veut savoir comment ils l'ont trouvé, lui et sa famille, et comment ils ont su que c'était lui. Le chef répond d'un air narquois que Joe peut changer d'apparence autant qu'il veut, mais qu'il ne pourra jamais échapper à son destin. Joe surprend alors ce type et lui enlève son déguisement. Joe ne dit plus rien et se contente de tuer le chef. Joe va ensuite voir sa famille. Il a du mal à la regarder et tombe à genoux. Plus tard, Joe rentre chez lui et fait un trou dans un mur. Il sort une boîte qu'il avait cachée et nous voyons qu'elle contient quelques objets, dont un masque. Joe regarde une photo qui lui fait revivre les souvenirs de sa famille. Nous voyons la maison familiale une dernière fois avant que Joe n'y mette le feu. Joe regarde sa vie heureuse et calme brûler, et il met le masque. Le feu détruit tous les souvenirs, mais nous voyons que Joe est toujours en colère. L'histoire se poursuit avec l'explication d'un clan qui possède une technique secrète, mais dont les membres ne sont pas autorisés à la partager avec qui que ce soit, quoi qu'il arrive. À un moment donné, les attaques terroristes deviennent de plus en plus graves et secouent le monde. À cause de cela, ils quittent la juridiction du Japon et passent à une autorité plus forte. Ils prétendent que c'est pour le bien de l'avenir du Japon. Toute personne qui s'oppose à cette décision sera éliminée. Un veuf qui veut se venger. Il retient prisonnier un ninja laid et dégoûtant qu'il a déjà vaincu. Il est suspendu à une corde, la tête en bas. Mais soudain, le veuf s'évanouit. Quelqu'un appelle le veuf par le nom de Hagen. Ce vieil homme bizarre est contrarié parce qu'il rencontre toujours Hagen en train de mourir. Le vieil homme bizarre lui demande pourquoi il n'utilise pas son mode de déguisement. Le veuf lui répond qu'ils ont réussi à percer leur système de masquage. Le vieil homme est surpris parce qu'il le rencontre toujours dans un état lamentable. Il demande à Hagen s'il utilise la technique secrète Real Consciousness. Il conseille à Hagen de ne plus utiliser cette technique, car elle lui coûterait la vie.
Le vieil homme est choqué lorsqu'il voit la blessure dans le dos de Hagen. Il aurait dû mourir de cette blessure. Il pense que c'est soit de la chance, soit que quelqu'un veut qu'il reste en vie. Le vieil homme bizarre est médecin. Il dit que même si Hagen est surpuissant, la guérison prend 5 à 6 jours. Après cela, Hagen a l'intention de tous les traquer lui-même. Quelque temps plus tard, le malheureux veuf se réveille seul, sans personne pour l'accompagner. Il semble impatient de se venger. En ouvrant son sac, il se souvient de la carte de visite que l'agent du FBI lui a donnée à l'hôpital. Hagen est alors sorti et a donné une leçon à l'affreux et dégoûtant ninja. Le ninja a dit que ce n'était rien pour lui. Il était si fort qu'il ne savait pas s'il était humain ou extraterrestre. Hagen continua à le battre jusqu'au matin, mais l'affreux ninja était toujours en vie et riait en disant qu'à cette époque, la femme de Hagen était pleine de colère et de haine jusqu'à la fin de sa vie. En plus d'être laid, ce ninja était vraiment un psychopathe. Incapable de supporter les paroles de l'affreux ninja, Hagen l'envoya en enfer en utilisant un briquet et en brûlant le sol en dessous de lui. Le pauvre veuf est rongé par la vengeance, et le feu s'embrase instantanément pour le réduire en cendres. Pendant ce temps, au bureau du FBI, Mike est en colère parce qu'il a été exclu de l'enquête sur l'affaire vécue par Joe. Le patron a dit qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il ne savait pas qui était l'auteur du crime, et qu'il s'agissait d'un ordre de leur supérieur. Ils ont reçu l'ordre de cesser d'enquêter sur l'affaire, sous peine d'être licenciés. Mike dit qu'Emma a vu l'incident, lorsque Joe a été attaqué par un groupe d'assassins. Mais le supérieur dit à Mike de vérifier à nouveau auprès d'Emma. Curieusement, la jeune fille aux cheveux roux ne voulait pas non plus poursuivre l'enquête, parce qu'ils semblèrent tous essayer d'étouffer l'affaire, et qu'il devait y avoir une raison mystérieuse pour laquelle ils essayaient d'étouffer l'affaire. Emma a donc choisi d'être détendue. Elle a ensuite montré que Joe, Sarah et Kyle, qui étaient morts, étaient des pseudonymes. Ces noms n'étaient pas leurs vrais noms, tout comme les victimes précédentes. Mike, l'homme à la barbe noire, ne comprend pas ce qui se passe. C'est à partir de là que nous savons que Hagen est le vrai nom de Joe. Pendant ce temps, Hagen, qui faisait ses bagages, remarque un bijou offert par une femme. Il s'empresse alors d'enfourcher sa vieille moto pour traquer les auteurs du meurtre de sa famille. Il chercha partout, mais ne trouva aucun indice. Il était ennuyé jusqu'à ce qu'il se repose dans un bar. Là, il vit la police se comporter comme des voyous, demandant au propriétaire du bar de lui verser de l'argent pour sa protection. Le gros flic a ensuite ordonné à Hagen de montrer son permis de conduire, car il soupçonnait que la moto de Hagen avait été volée. Hagen a ignoré le gros flic, ce qui l'a mis en colère. Mais d'une seule attaque, le gros flic s'écroule de plaisir. Le flic maigre a alors essayé de défendre son gros ami inutile, mais sans le toucher, Hagen a pu faire voler le flic maigre. Le vieux garde avait l'air heureux, mais triste parce que son bar était en désordre. Désespéré, Hagen décida de contacter Mike. Pendant ce temps, Mike gronde Emma, qui est occupée à jouer à la VR. À cette époque, la technologie se développe rapidement, grâce à une société nommée Aouza. Mike reçoit alors un appel téléphonique d'un inconnu qui est certainement Hagen. Mike est choqué et ordonne immédiatement à Emma de localiser Hagen. Mike demande qui est vraiment Joe, car Joe Logan est un faux nom. Soudain, le pauvre veuf a écrasé son téléphone, coupant le signal. Mais Hagen rappelle et dit que c'est la dernière chance pour Mike. Mike lui demande ce qu'il doit faire. Hagen voulait qu'ils se rencontrent quelque part et Mike choisirait l'endroit. Mike invite alors Hagen à se retrouver dans un restaurant chinois. Pendant ce temps, Emma ne parvient pas à localiser Hagen. Le veuf était très intelligent. Après cela, Hagen s'est rendu sur place. En chemin, nous avons vu une publicité pour une entreprise de technologie appelée Ayoza. Elle fabriquait toutes sortes de technologies, des berceaux aux tombes. Hagen est allé sur le toit et a observé la situation. Pendant ce temps, Mike attendait Hagen au restaurant chinois dont le propriétaire était très bavard. Hagen entre alors et s'approche rapidement du siège de Mike. Mike pense que Hagen est mort en tombant du toit. Pour preuve, Mike demande à voir le visage de Hagen, mais celui-ci ne lui montre que sa carte de visite. Mike n'est pas satisfait. Hagen se dirige vers la porte jusqu'à ce que Mike l'arrête. Hagen demande alors sérieusement un indice sur l'incident qui a frappé sa famille. Mike le lui donnerait si Hagen était prêt à coopérer. Hagen a accepté, mais Mike a bêtement pointé une arme sur Hagen parce qu'il ne voulait pas travailler avec lui. Mike a forcé Hagen à raconter l'incident survenu sur le toit de l'hôpital à ce moment-là. Mike a continué à poser des questions. Mike s'est alors approché de Hagen pour le retenir. Mais ce qu'elle connaît d'entrée, Mike pense qu'il s'agit d'un coursier d'Other Eats et lui demande de partir. Contre toute attente, l'homme les a rapidement attaqués. Heureusement, Hagen a pu repousser son attaque. L'homme utilisait 2 armes blanches. Mike essayait toujours de se rendre utile, même s'il était un fardeau.
Hagen déclencha sa technique de l'ombre qui prenait la forme du dieu Asura. Hagen a combattu le ninja comme Zoro en mode Asura, mais le ninja avait apparemment amené un ami, qui n'était que de la poussière pour notre veuf, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux assommés et qu'ils partent en enfer. Mike fut surpris de voir les capacités de Hagen, puis il lui demanda à nouveau qui il était vraiment. Il répondit « Peking Duck ». Et puis quoi encore? Mike a demandé où était le vrai Joe, puis Hagen a montré son masque de Joe. Hagen a admis qu'il était un ninja, tout comme ceux qui l'avaient attaqué. Mike, le noob, était choqué, et à moitié effrayé d'entendre cela, il semblait faire pipi dans son pantalon. Et soudain, des gens mystérieux les ont arrosés de balles depuis l'extérieur du café. En quelques secondes, Hagen avait disparu, et il était sur le toit. Mike est stupéfait de voir l'arme du ninja qui a réussi à blesser son armure. Il pensait que leur technologie ne pouvait pas produire une telle arme. Mike et Hagen regardèrent ensuite la publicité d'Ausa devant eux. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec Ausa? Pendant ce temps, quelque part, un certain Zai rapporte que Hagen est toujours en vie. Notre épisode commence par l'assassinat de nombreux hommes à l'intérieur du palais. Nous voyons ensuite un homme mystérieux s'échapper du palais, poursuivi par les gardes du palais. Il parvient à monter dans une voiture et s'enfuit à toute vitesse. Sur la route, des mains effrayantes apparaissent soudain par derrière et les étranglent. La voiture s'écrase contre un arbre et explose. L'homme étrange, qui s'avère être le chef de l'organisation, regarde son téléphone, qui affiche une image d'excitation. Il se met ensuite à manger, avant d'être interrompu par un certain Yamaji. Le chef de l'organisation se plaint de l'ennui de son travail, suggérant que Yamaji devrait s'occuper de la question de Hijan, probablement une erreur d'orthographe, qui pourrait être Hijan ou Hijan pour d'autres. Yamaji explique que le sabre n'est qu'une arme sans volonté propre. Le chef de l'organisation mentionne des techniques ninja dépassées, et l'absurdité de suivre certains codes ou symboles, à moins qu'ils ne soient encore accrochés à de vieilles traditions, ou quelque chose de similaire. Yamaji l'informe que les exilés ne font plus partie de l'organisation ninja et qu'ils doivent être traités comme des ennemis dès qu'ils font défection. Chacun d'entre eux doit être éliminé immédiatement, car ils ne peuvent pas supporter le coup de leurs arts secrets qui pourraient être révélés à tout moment. Yamaji parle ensuite de Hijan, le décrivant comme l'un des meilleurs ninjas de l'histoire du Japon, maîtrisant d'innombrables techniques de combat et ne faisant jamais preuve de pitié. Il pensait l'avoir tué une fois, mais il a survécu, peut-être en utilisant l'art secret de l'organisation. Le chef insiste sur le fait qu'ils doivent connaître son style de combat pour l'éliminer. Yamaji suggère de capturer Hijan, et ils peuvent le supplier d'épargner leur vie. Au moment de partir, le chef de l'académie regarde Yamaji et s'enquiert de l'autre homme appelé le faucheur. La scène passe ensuite au faucheur, qui parle à l'un des exilés nommé Z. Le faucheur dit à Z que manier une épée sans fierté n'est qu'une violence aveugle, comme il l'a appris auparavant. Z l'interroge sur le nombre de ses anciens camarades ninja, les exilés, que le faucheur a tués. Le système de l'organisation est corrompu jusqu'à la moelle, et la principale raison de tuer les exilés est la peur qu'ils inspirent à l'organisation. Le simple fait qu'il n'ait pas réussi à tuer Hijan prouve que ces exilés ont toujours foi dans les anciennes méthodes et qu'ils ne se laisseront pas faire par le faucheur. La scène montre ensuite le faucheur et Z en train de se préparer au combat, s'attaquant l'un l'autre. Le sol explose, et nous voyons l'épée du moissonneur dans le corps de Z, sa masse se brisant tandis qu'il tombe au sol et meurt. L'attention se porte à nouveau sur Yamaji et le chef de l'organisation, où Yamaji l'informe que le faucheur d'âme du faucheur d'âme a été empêché d'impliquer Hijan dans une quelconque bataille. Le chef de l'organisation est surpris et demande s'ils ne vont pas les empêcher de se battre. La scène se déplace ensuite à l'agence de renseignement, montrant Mike, qui est extrêmement en colère contre son assistant, qui n'a pas fait son travail correctement. Mike l'informe de preuves, suggérant que certaines personnes sont impliquées dans le blanchiment d'argent. Le président apparaît derrière Mike et l'appelle, puis il s'assoit dans la ville. Le président conseille à Mike de se concentrer sur ses fonctions pour l'aider et de ne pas se mêler des affaires qui ne le concernent pas. Il mentionne qu'ils ont besoin d'hygiène et interroge Mike sur sa réunion de la veille. Le président lui conseille de se retirer ou de prendre un congé temporaire pour résoudre le problème, car les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils sont fatigués. Il se lève alors et dit à Mike de ne plus venir le voir jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. La scène passe ensuite à Hygiène, qui travaille et se remémore le meurtre de sa famille. Mike arrive, visiblement en sueur, et Hygiène sort pour l'accueillir. Mike, qui a acheté quelques provisions, dit à Hygiene qu'il a dû traverser beaucoup d'épreuves pour atteindre ce lieu mystérieux. Hygiene explique que cet endroit lui permet de sentir si quelqu'un arrive ou non. Ils entrent dans le bâtiment, où Mike informe Hygiene que l'analyse de l'homme qu'il a attaqué la nuit dernière
révèle un alliage très spécial, breveté par Oza, ce qui indique un lien entre Oza et les ninjas qui les ont attaqués. Hyjin exprime sa détermination à poursuivre et à tuer les criminels qui ont assassiné sa famille. Mike l'avertit que s'il doit tuer, il devra appréhender Heijan et brûler les preuves. Il rappelle à Hyjin que son devoir est de protéger les citoyens des criminels. En outre, Mike mentionne qu'il n'aime pas la chasse et qu'au cours de ses années au bureau, il n'a jamais rencontré de mystérieuses perturbations ninja, de sorte que l'expérience de Heijan est nouvelle pour lui. Hyjin offre un verre à Mike, affirmant que le partage d'un verre permet de former des alliances. Mike est surpris lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'une boisson énergisante. Hyjin explique que cette boisson est sa préférée et que Mike a maintenant le contrôle sur Asa. Il connaît quelqu'un qui a des informations sur eux. La scène passe à une scène de nuit avec Mike et son assistante Emma. Mike demande à Emma si elle se souvient de la première chose qu'il lui a apprise lorsqu'elle était débutante. Emma se souvient qu'il s'agissait de ne pas être en retard aux réunions. Mike l'informe que sa prochaine leçon portera sur la définition du retard. Emma lui dit alors que les moqueries auxquelles il se livrait allaient complètement détruire sa popularité. Il s'est mis en colère contre elle, lui reprochant son retard. Elle lui a expliqué qu'elle comprenait, mais qu'elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Elle n'avait aucune excuse pour quitter son travail, mais elle devait aller chercher l'enfant. Elle est revenue rapidement vers lui, et il a continué à se moquer d'elle et de sa voiture, la qualifiant de Camelot. Emma s'est énervée, lui a crié dessus, et lui a dit que si sa voiture était un déchet, la sienne l'était aussi. Il a répondu en faisant l'éloge de sa voiture, déclarant qu'elle était merveilleuse parce qu'elle l'amenait à l'heure. Il leur a ensuite demandé d'arrêter de crier, affirmant que sa voiture était un chef-d'œuvre économique et historique conçu par l'un des meilleurs designers du XXe siècle. Il a décrit son moteur 4 cylindres refroidi par air, d'une cylindrée de 1500 cm3. Il parle de l'excellente structure de la voiture et de ses roues arrière distinctives, ce qui réjouit Emma. Elle le complimente sur son excellent goût. Mike l'interrogea ensuite sur les armes futuristes qu'ils avaient trouvées, se demandant qui les analyserait. Heian ne répond pas, et Emma, une fois de plus, essaie de parler de la voiture. Mike l'interrompt et lui dit qu'ils ne sont pas venus ici pour parler de voiture. Emma se tait et on leur demande d'entrer dans la voiture. À l'intérieur, ils ont découvert des machines semblables à des ordinateurs, et Emma a révélé que la voiture était essentiellement un ordinateur mobile géant qu'elle avait construit elle-même. Il contenait toutes les informations dont ils avaient besoin dans le monde entier, à portée de main. L'entreprise s'engage dans le développement d'armes militaires, ainsi que dans les communications, le divertissement et l'énergie propre, tout ce qui lui passe par la tête. Cette entreprise est impliquée dans. Elle détient une part de marché mondial élevée et un taux de pénétration des marchés mondiaux insensé. Elle remplace constamment ses produits, elle a divers programmes, et on peut dire qu'il n'y a pas un pays au monde qui n'ait pas une entreprise ASA. Cependant, cette croissance rapide a donné lieu à de nombreuses rumeurs sombres. Mike s'enquiert de la nature de ces rumeurs, et elle lui répond que de nombreux personnages clés des principales organisations concurrentes, ainsi que des journalistes enquêtant sur des fraudes présumées et d'autres personnes gênantes pour l'entreprise, sont tous morts mystérieusement. Elle mentionne ensuite un incident récent, au cours duquel une éminente personnalité politique conservatrice d'Europe, connue pour son refus de faire des affaires dans son pays, est décédée dans un accident de voiture soudain. L'organisation attire activement les entreprises étrangères sous prétexte d'améliorer la technologie locale. Vers la fin, M suppose que l'organisation ninja est derrière tout cela. Mike répond que si tout cela est vrai, ils sont entrés dans un véritable cauchemar. Nous passons ensuite à l'intérieur de l'entreprise ASEA, où les travailleurs sont stupéfaits par l'augmentation de la production du réacteur ASEA. Il peut désormais produire 2 millions de kilowatts d'énergie par seconde, et leur système de transfert d'énergie sans fil fait d'excellents progrès. Tous les travailleurs sont extrêmement heureux, car ce réacteur sera la lumière qui illuminera l'avenir. S'ils parviennent à généraliser cette technologie, le monde ne sera plus jamais le même, car la magie produite par cette entreprise changera définitivement la vie des gens. Après cela, le dirigeant entre dans son bureau et trouve Monsieur Magie qui lui souhaite la bienvenue. Il lui propose de dîner ensemble et lui demande comment il est venu directement ici, laissant entendre qu'il doit avoir quelque chose d'urgent à lui dire. Monsieur Magie lui jette une photo et, après l'avoir vue, il lui dit que ces hommes font partie de son équipe. Ils avaient désespérément besoin de données sur l'arme qu'ils sont en train de développer, et le ninja était le sujet de test idéal puisqu'il a des capacités surnaturelles. Il confirme qu'ils ont ciblé d'anciennes ninjas. Il l'informe qu'ils sont désormais partenaires, et qu'ils doivent travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. Magie ne répond pas, puis quitte sa place et lui ordonne de ne plus recommencer. Il dit à Magie qu'il n'a jamais réussi un tel tour de force, et qu'il ne doit pas recommencer. Il laisse le mage stupéfait et se moque de lui par la suite.
Aima a poursuivi la conversation en précisant que cette installation appartenait à l'organisation massive connue sous le nom d'ASA. Il sert de point de départ s'ils veulent découvrir ce qu'ils font, comment ils fonctionnent. Avec la présence de la figure du ninja dans tout cela, ils savent que le quartier général est une ville de test entièrement gérée par leur organisation. Ils l'utilisent pour tester diverses nouvelles technologies et sources d'énergie. Pendant qu'ils parlaient, une épée est soudain apparue au-dessus d'eux, frappant à plusieurs reprises. Ils ont remarqué une personne sur le toit de la voiture, et Hagen a crié à Aima de conduire la voiture rapidement. Mike est alors frappé par une arme à feu, et Aima, effrayée, demande ce qui se passe ensuite. Hagen s'est soudain éloigné, et une personne armée d'une épée les a attaqués d'en haut. Hagen utilisa son pouvoir pour identifier la personne qui se trouvait au-dessus d'eux, ce qui fit que l'homme cessa de les frapper. C'est alors que Mike réalise qu'il est enfin libre et remercie Aima. Aima lui répondit que le ninja était très dangereux. Soudain, un véhicule surgit et percuta Mike et M, les laissant inconscients, tandis que Hagen restait indemne. L'homme poursuit Hagen en lui tirant dessus, mais Hagen échappe à tous les tirs. Ils se sont engagés dans un combat rapide et furieux, ce qui indique que l'homme était exceptionnellement fort. Hagen fut finalement touché par derrière, et il utilisa sa puissance démoniaque pour vaincre son adversaire. Il brisa les épées de l'ennemi, puis, prenant la caméra sur son dos, il regarda le président. Ce dernier comprit ce qui s'était passé, confronta Hagen, qui lui tendit la caméra, et le président la brisa. Plus tard, la scène s'est déplacée vers la présence d'ambulances. Mike et Amy sont emmenés à l'hôpital, mais Huygens reste à l'écart. Le téléphone de Huygens a sonné et il a répondu. Une personne au bout du fil lui dit qu'ils peuvent enfin parler ensemble. Cependant, la peur et l'inquiétude se lisent sur le visage de Huygens. La voix lui dit qu'il a pris la liberté de crypter cet appel pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter d'être tracé. Hagen commence par demander qui est vraiment cette voix, mais il n'obtiendra pas de réponse aussi facilement. Tout d'abord, la voix révèle qu'elle sait que Hagen se dirige vers Osa City, mais cette ville dispose d'un système de sécurité multicouche très strict, si bien qu'il lui sera impossible d'y pénétrer seul. C'est pour cette raison que la voix veut offrir son aide à Hagen pour l'infiltrer. Hagen n'est pas assez stupide pour faire confiance à une voix qu'il n'a rencontrée qu'au téléphone. Mais la voix révèle qu'il est dans une situation similaire à celle de Hagen en tant que ninja exilé, et qu'il est donc dans son intérêt de coopérer. Il dit qu'il enverra un lieu où il souhaite rencontrer Higgin plus tard, et qu'il lui laissera le soin de décider s'il faut lui faire confiance ou non. Mike se réveille dans une chambre d'hôpital après l'accident de voiture, et ouvre une note qu'il a reçue de sa fille il y a quelque temps. Il y a quelques années, il participait à une opération d'infiltration avec un autre homme lorsque sa femme a commencé à l'appeler sans arrêt. Il aurait pu répondre, mais il a estimé que son travail était plus important et a demandé à son partenaire de rester concentré sur l'enquête, même si la véracité du témoignage oculaire n'est pas garantie. La journée se termine sans qu'il ait trouvé quoi que ce soit et, une fois de retour au bureau, il décide finalement que cela vaut la peine de répondre à l'appel de sa femme. Ce qu'il a entendu ensuite a changé sa vie à jamais. Sa fille a été tuée dans un accident de voiture par un inconnu qui, selon les rapports, dormait au volant. Sa femme est dévastée et lui reproche tout autant de ne pas avoir répondu à son téléphone alors qu'il s'agissait d'un événement aussi grave. Ce jour-là, il a perdu sa fille et sa femme. Et maintenant, la seule chose qui lui reste pour le réconforter, c'est le dessin que sa fille a fait pour lui lorsqu'elle était encore en vie. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Higgin l'interrompt en apparaissant au coin de la rue. Mike ne s'habituera jamais à la façon dont les ninjas surgissent de nulle part, mais il a quelque chose d'important à partager. Ils appellent Emma lorsque Higgin mentionne le type qui a dit qu'il pouvait offrir de l'aide pour la mission d'Osa. Mike n'est pas convaincu que ce type soit un autre ninja comme Higgin, mais il n'a pas d'informations qui n'ont été transmises qu'aux ninjas de l'ancienne organisation, et personne n'en a parlé depuis qu'ils sont arrivés dans ce pays. Les recherches d'Emma montrent également que ce type sait de quoi il parle quand il s'agit du système de sécurité d'Osa, car ce n'est pas une blague. Il faudrait être un véritable fantôme pour le passer sans être détecté. Mais s'il s'avère que c'est un piège, il n'aura qu'à les tuer tous. Mike n'apprécie pas le fait que Higgin ait avoué en toute décontraction vouloir commettre un homicide, mais il laisse cela de côté pour l'instant. Ce qui est important, c'est de discuter de la façon dont ils vont se frayer un chemin jusqu'à Osa City. Si l'on considère la dernière fois que Mike a parlé à son patron, Osa a certainement un œil sur lui, alors Emma pense qu'il vaut mieux en rester là. Elle avait peut-être raison de dire que le meilleur moyen d'accéder au secret d'Osa serait de pénétrer dans leur QG, mais elle n'a jamais dit que c'était possible. Mike la supplie de revenir sur sa décision, mais elle est technicienne, pas magicienne, donc elle ne peut rien faire. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils n'ont plus d'options puisqu'elle a trouvé une autre piste sous la forme d'une communauté d'utilisateurs du Dark Web qui ont gardé un œil sur les actions de Osa. D'après ce qu'ils ont vu, ils pensent que Osa projette de conquérir le monde en fabriquant des armes de destruction massive. Mike pense d'abord qu'il ne s'agit que de théories conspirationnistes, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Emma parvient à localiser l'administrateur du groupe qui prétend être l'un des anciens chercheurs d'Osa, mais il est très loin d'ici et il faudra du temps pour l'atteindre. Mike dit que ce ne sera pas un problème,
mais il veut y aller seul parce qu'Emma en a fait assez pour l'aider. Il ne veut pas qu'elle gâche sa vie dans une telle mission, mais lui, d'un autre côté, a déjà perdu tout ce qui lui tenait à cœur dans la vie, alors il n'a rien à perdre. Cependant, Emma ne recule pas, alors qu'ils sont à 2 doigts d'obtenir des informations sur Oza. Et si elle a de la chance, elle pourrait même être en mesure de voler certaines de leurs données de pointe et de les vendre pour des millions sur le marché noir. Comme elle n'abandonnait pas, ils décident de rester ensemble et Hagen se lève pour attendre que les autres soient prêts à partir. Mais avant qu'ils ne partent, Mike lui demande s'il a déjà dit à sa femme qu'il était un ninja. Hagen répond que sa femme était au courant puisqu'elle l'était aussi, mais qu'ils n'ont pas respecté le code ninja qui veut que l'on reste émotionnellement éloigné des autres ninjas. Cela remet la vie de Mike en perspective, puisque même un ninja comme Hagen a choisi la famille plutôt que le travail. Le chef d'Oza a convoqué une réunion pour discuter de la façon d'éliminer Hagen, qui semble être un combattant redoutable. Le petit nain se moque de lui parce qu'il s'intéresse autant à Hagen, mais cela ne le dérange pas de s'y intéresser autant que nécessaire, tant qu'il obtient les données qu'il recherche désespérément. En fait, s'il le fallait, il serait prêt à demander à son assistante de lui donner Gluck 9000, si cela permettait d'obtenir des données décentes, et elle est également prête à faire tout ce que son patron lui demande de faire. Blague à part, le directeur d'Oza demande quel est le plan puisque Hagen va certainement se montrer ici ensuite, mais son lui dit de se rassurer car Oza City est impénétrable à 100%. Il n'aime pas quand les gens utilisent le mot 100%, car c'est comme si quelqu'un voulait passer à travers, mais avant de continuer, il demande à Big D s'il écoute la réunion. Big D écoute, c'est certain, mais il a des choses plus urgentes à faire pour s'assurer que son fond de reste est aussi frais que possible. Et si Hagen fait la moindre entorse à son afro, il veillera personnellement à ce qu'il meure. Le nain tente de faire une blague sur la grosse banane de Big D, mais Yamaji en a assez d'écouter son bavardage et utilise ce que je ne peux que décrire comme un étranglement forcé pour le faire taire. Il déclare que tout le monde est conscient du danger que représente Hagen à ce stade, et que le plan reste donc le même. Ils doivent apprendre comment fonctionne sa technique pour le vaincre, et ils peuvent laisser Mike tranquille pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore une grande menace pour eux. Il ne devrait pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. Le chef d'Oza n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Mais en même temps, il est d'accord avec tout ce que Yamaji vient de dire. Donc la réunion est ajournée sur le chemin du retour. Il a demandé à son assistante Dilly jusqu'où elle pense que Keegan sera capable d'aller dans la ville avant de se faire tuer. Ce n'est pas qu'il se sente menacé par Keegan, mais il est plutôt excité de voir un ninja aller jusqu'au bout. Il espère en tirer des données vraiment utiles. Pendant ce temps, le faucheur dit à Yamaji qu'il serait heureux de s'en prendre à Keegan dès maintenant s'il l'ordonne. Cependant, Yamaji lui dit de ne pas bouger et d'attendre. Yamaji lui dit de ne pas bouger, car il a l'intention d'envoyer les autres en premier, afin de forcer Keegan à révéler cette technique. Leurs morts seront sans conséquence pour l'organisation et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'atteignent leurs véritables objectifs. Et pendant qu'ils parlent, ces agents se sont introduits dans un bâtiment où ils ont éliminé tous les gardes et volé des documents gouvernementaux top secrets, et après avoir accompli leur mission, ils se sont simplement évanouis dans la nuit. Nous assistons maintenant à un flashback sur la nuit où Hagen a été reconnu par l'organisation Ninja et a reçu son nom de ninja. C'est la preuve de la compétence et du pouvoir des 3 ninjas, et ils doivent donc en être très fiers. À partir de ce moment, ils s'appelèrent Hagen, Zai et Mari. Mais ce n'était pas tout ce qu'ils allaient recevoir dans le cadre de leur cérémonie. Ils allaient également recevoir des techniques spéciales qu'ils n'étaient pas autorisés à partager avec qui que ce soit, même entre eux. Une fois la cérémonie terminée, ils s'assirent tous pour la soirée. Mari semble très heureuse d'avoir un nom, mais Zai a du mal à s'y habituer. Avoir un nom signifie qu'ils ne sont plus des ninjas inutiles qui cessent d'exister une fois qu'ils sont tués. Désormais, ils pourront toujours se souvenir les uns des autres et du lien qu'ils ont tissé. Pour commémorer l'occasion, les 3 partagent un verre et rient lorsque Hagen s'étouffe accidentellement avec le sien. Après un certain temps, ils sont envoyés en mission, où plusieurs gardes de sécurité ont été tués au hasard, afin qu'ils puissent s'infiltrer dans la maison d'une personne importante. L'homme leur tire dessus, mais nous savons tous que les armes à feu sont inutiles contre eux, et il finit par être poignardé à la tête alors qu'il pénètre dans la chambre. Mary, à ce moment-là, remarque quelque chose dans le placard. Elle va donc vérifier et trouve la femme et l'enfant de l'homme qui se cachent. Le protocole normal est d'assassiner tout témoin à vue, mais Mary hésitait à tuer l'enfant. Et ce seul moment d'hésitation a suffi pour que la femme lui décharge un chargeur complet dans le corps. Cela obligea Mary à la poignarder dans le cou, mais elle était déjà gravement blessée et allait devenir la première ninja à être abattue par le Gun no Jutsu. Hagen vint la voir, juste au moment où d'autres agents de sécurité commencèrent à décharger des balles dans leur direction. Quelqu'un a lancé une grenade fumigène et a sauté par la fenêtre en la portant. Il émerge plus tard avec Mary, qui était inconsciente d'être restée si longtemps sous l'eau, et il lui fait un massage cardiaque jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Il se réfugie ensuite dans une grotte voisine, où Mary lui demande de la laisser derrière lui pour le bien de la mission. Hagen refuse de le faire, et elle est prête à mettre fin à ses jours ici même, parce qu'elle a honte d'avoir échoué sa mission et d'avoir été touchée par une arme à feu. Heureusement, Hagen l'a remarqué assez tôt pour pouvoir attraper la lame à quelques centimètres de son cou. Elle lui rappelle le code ninja qui veut que l'on ne s'attache pas émotionnellement, même à ses alliés, mais Hagen a déjà décidé de briser ce code les jours où il l'a rencontré. Ils s'embrassent tous les deux, et quelques heures plus tard,
Sai les retrouve émitouflis dans un coin de la grotte. C'est à ce moment-là que leurs problèmes avec l'organisation ont commencé. De retour dans le présent, Micah essaie de joindre Higgin, qui est en route pour rencontrer la source qu'ils ont trouvée sur le dark web, mais il reçoit un appel de son patron au même moment. Il n'est pas content de ce que Micah a fait récemment, mais il est libre de faire ce qu'il veut puisqu'il n'a pas d'affaires à traiter pour l'instant. Le cas d'Emma est cependant différent puisqu'elle doit toujours rendre des comptes à son patron direct. Elle ne peut donc plus l'accompagner, ce qui n'est pas grave puisque Micah ne voulait pas l'entraîner là-dedans, mais avant qu'ils ne se séparent, elle lui demande s'il n'aurait pas faim par hasard. Pendant ce temps, Higgin est contacté par le mystérieux ninja exilé, qui est heureux qu'il ait pris la décision d'accepter son aide. Tout d'abord, il veut que Egan comprenne exactement comment fonctionne le système de sécurité d'OZE. Il fonctionne entièrement sur la base de leur technologie développée indépendamment et vérifie à l'avance si les véhicules qui s'approchent ont l'autorisation d'entrer. Si le système détecte la présence d'un invité indésirable, les drones ouvrent immédiatement le feu. En outre, l'espace aérien au-dessus de la ville est entièrement recouvert d'une barrière électromagnétique qui ne laisse passer que la pluie. Il est donc impossible d'y pénétrer depuis le sol. C'est pourquoi Egan entrera par les installations souterraines qu'ils ont utilisées pour gérer tous les capteurs qu'ils ont construits dans la ville. Des caméras de sécurité, des pièges à laser et des mercenaires armés patrouillent dans les sections. Alors pour s'assurer que le plan se déroule bien, il doit éviter tout combat, quoi qu'il arrive. S'il parvient à les franchir, il atteindra la barrière qui entoure la ville, et à ce moment-là, la voix exercera sa magie et l'éteindra pendant 5 secondes pour qu'il puisse entrer. Dans un restaurant, Emma et Mike mangent un morceau, et Emma dit à Mike que même s'il n'est pas le meilleur des mentors, elle doit admettre qu'il lui a beaucoup appris. Alors même s'ils travaillent séparément pour l'instant, elle veut qu'il s'assure de rester en bonne santé. Pendant ce temps, Egan est arrivé à la limite d'Oza City, et on l'informe que l'homme à la voix a réussi à pirater toutes les caméras de sécurité interne, de sorte qu'il devrait avoir environ 8 minutes avant d'être remarqué. Egan passe à l'action et commence à courir à travers les installations souterraines tout en évitant les mercenaires, comme on le lui a demandé. Il tombe sur le système de sécurité laser et commence à effectuer une gymnastique très précise pour éviter d'être détecté, mais une perle de sueur s'échappe de son visage et déclenche quand même le laser, ce qui fait que tout le plan est fichu. Ils sont maintenant conscients de sa présence et commencent à envoyer des soldats pour l'intercepter. Egan s'en occupe rapidement et continue de courir jusqu'à la barrière, mais au moment où celle-ci est abaissée, Zai se présente devant lui et les deux se regardent fixement. C'est la fin du 4e épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie. Merci d'avoir regardé la série. Si vous appréciez la série, n'oubliez pas de laisser un commentaire et d'aimer pour soutenir cette chaîne. Je vous aime.